Civiliens, civiliennes, bonjour, bonsoir, bon début de journée, tout dépend de où vous nous rejoignez. Nous sommes en tous les cas, Michel et moi, en train de nous parler en soirée. Nous sommes sur un fuseau horaire européen pour l'instant. Bienvenue à cette séance qui sera consacrée à une question de grande actualité. À qui reviennent, à qui reviennent les bénéfices des entreprises? La thématique du jour qui dans le fond, s'inscrit dans ce que nous avions commencé à aborder lors de la 7e rencontre civilienne. Lors de la 7e rencontre civilienne, nous avions envisagé un concept tout à fait nouveau, un fonctionnement des entreprises sans capital. Certes, les entreprises ont un besoin de financement, tout particulièrement quand elles se lancent, il faut de l'argent pour pouvoir réaliser un certain nombre d'acquisitions, d'investissements, disposer d'un fonds de roulement, etc. Mais nous avions montré que ça ne devait pas nécessairement se faire sous forme d'un apport de capital. Au contraire, même cet apport de capital posait un certain nombre de problématiques de fond. Et ce financement pouvait très bien prendre la forme uniquement de prêts consentis à des entreprises. Nous avons d'ailleurs même vu qu'il existait déjà des dispositifs ou des structures juridiques plutôt qui peuvent permettre ça dans certains pays. Ce n'est pas du tout une chose impossible, c'est une chose qui d'ailleurs se fait déjà. Mais dès lors, s'il n'y a pas de capital, s'il n'y a pas de capitaux, ou en tout cas de détenteurs d'actions dans des entreprises, c'est plutôt comme ça qu'il faut formuler la chose, s'il n'y a pas de détenteurs d'actions, pourtant les entreprises, elles génèrent des bénéfices. Que vont devenir ces bénéfices? Habituellement, bien, ces bénéfices servent à rémunérer les actionnaires. Il y a certes du réinvestissement qui est fait dans l'entreprise, qui va faire peut-être l'acquisition, que sais-je moi, d'un nouveau camion, de matériel, etc. Mais il y a donc une partie des bénéfices qui est habituellement distribuée aux actionnaires. S'il n'y a plus d'actionnaires, quitte des bénéfices. À qui reviennent ces bénéfices? Et c'est cette question que nous abordons ce soir. Mais Michel, il me semble que peut-être avant de plonger dans le vif du sujet, peut-être faut-il, à travers certains exemples ou points de vue, élargir la perspective, mieux saisir encore de quoi il s'agit. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Michel, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être un peu plus expliciter le contexte à partir duquel on peut mieux comprendre quelle est l'importance de cette question? Tout à fait, oui, oui. Je crois que c'est important d'essayer de regarder l'entreprise dans son contexte, dans le contexte économique et sociétal dans lequel elle est, et donc à partir de là, on pourra plus facilement tenter de répondre à cette question de vers qui doit-on diriger les bénéfices de l'entreprise. Et l'on verra que c'est une question qui est vitale pour l'ensemble de la vie sociale. Donc on va peut-être faire un petit détour, ce qui pourrait apparaître comme un détour, pour essayer de comprendre quelque chose d'important dans le fonctionnement des entreprises, et en particulier dans ce que l'on appelle la masse salariale, hein, ce qui est un petit peu, c'est pas un terme très joli, mais c'est le terme qui est consacré. Tout le monde sait, en regardant sa fiche de paye, qu'il paye des charges sociales. Tout au moins, c'est ce qui est écrit sur la feuille de paye. Charges sociales, et qui sont partagées en deux. On a la charge patronale et la charge salariale. Et alors, nous vivons toujours avec cette représentation-là. Mais ce serait peut-être bien d'essayer d'interroger ce fait et de voir à quoi il correspond. Parce qu'en fait, nous ne faisons jamais l'acte de payer la part salariale.
elle ne vient pas sur notre compte en banque et de là, on la renverrait dans une caisse de collection. Hein, mais en réalité, cet argent-là, il ne passe jamais, il ne transite jamais par nous, par notre compte en banque. Et d'où vient cet argent, en fait? Et est-ce qu'il y a une différence entre la part patronale et la part salariale? Est-ce que ça recouvre une réalité? Parce qu'au fond, cet argent vient toujours du même endroit. Et cet endroit, il est facile à trouver, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est-à-dire ce qui rentre sur le compte en banque de l'entreprise sous forme de chiffre d'affaires. Tout ce que l'on sort de l'entreprise vient de là, en particulier les charges sociales. Mais ce chiffre d'affaires, il est généré par qui? C'est bien évident ce sont les clients de l'entreprise qui approvisionnent ce chiffre d'affaires. Donc en réalité, qui paye les charges salariales et patronales, les charges sociales? D'une part, il n'y a pas besoin de faire cette différence entre ces deux formes de charges. C'est une seule. Il y a un seul type de charge, ce sont les charges sociales de l'entreprise, dans lesquelles sont inclus les retraites, le chômage, la maladie, etc. Donc en fait, qui les paye, ces charges? Ce sont les clients. On peut dire qu'elles sont incluses dans le chiffre d'affaires, ou même on peut dire qu'elles sont incluses dans le prix de vente. Donc en réalité, c'est l'ensemble de l'économie qui, par le biais des clients, qui paye les charges sociales. Et on peut même constater que le petit côté amusant, c'est qu'on dit que ce sont les actifs, donc les salariés, hein, principalement, qui payent les retraites de ceux qui ne sont plus actifs. Mais si on considère la chose du point de vue de l'ensemble de l'économie, nous nous apercevons que ce sont les gens à l'extérieur de l'entreprise qui payent les charges sociales par leurs achats. Et parmi ces personnes qui achètent des choses de l'entreprise, il y a bien sûr aussi des retraités. Donc les retraités payent également la part de leur retraite à chaque fois qu'ils font un achat. Ils payent une petite part de leur retraite dans chaque achat. Et ça change considérablement, et on ne va pas traiter ce soir la question des retraites elles-mêmes, mais ça change considérablement la façon dont on positionne cette question qui a agité la société française fortement avant que le Covid ne vienne mettre l'été noir sur cette question, mais on sait que cette question, elle va ressurgir bientôt, et il serait bien de pouvoir la regarder d'une façon tout à fait nouvelle, c'est-à-dire en se disant, mais l'ensemble des charges sociales, dont les retraites, ne sont pas payées par les salariés, par les actifs, mais par les clients de l'entreprise. Et moi, en tant que salarié d'une entreprise, par exemple, je payerai une partie de ces charges sociales dans la mesure où je suis client dans telle ou telle entreprise. On a donc un phénomène beaucoup plus mobile et beaucoup plus global que ce qui est inscrit sur les feuilles de paye et qui est un trompe-l'œil. Il faut vraiment le regarder comme ça, c'est un trompe-l'œil, c'est une illusion de penser que nous payons les charges sociales. Mais vous savez que dans les discussions entre
syndicats et patronat, cette illusion joue un grand rôle et parfois sert de levier de chantage dans les discussions. Donc voilà, ça me semble important de replacer l'entreprise dans le contexte global de l'économie et de se rendre compte de comment se passent les phénomènes réellement, au lieu de plaquer par-dessus la réalité des représentations qui n'ont pas lieu d'être, au fond. Ces représentations, elles sont liées à certains contextes juridiques, réglementaires. On a par convention décidé que le financement de telle ou telle caisse se ferait sur base de prélèvements sur les salaires bruts ou sur base de charges patronales, etc. Mais ces conventions qui ont été ainsi établies n'étaient pas fondées sur une observation des phénomènes économiques réels. Mmh. On a en fait créé, on a surajouté à ces phénomènes économiques réels ce trompe-l'œil dont tu viens de parler il y a quelques instants et qui, pour ainsi dire, nous hypnotise. On est rivé sur ce trompe-l'œil et on n'est pas alors en mesure de cerner la nature réelle de l'économie et comment on pourrait l'orienter selon sa propre nature, en fait. Oui. Donc, tu viens d'évoquer ce trompe-l'œil qui existe quand il s'agit de calculer notamment des charges patronales, des charges salariales. L'économie réelle, elle est en fait celle qui est mise en œuvre par les actes d'achat des clients. Et c'est par leurs actes d'achat, par les chiffres d'affaires qui sont ainsi générés, sont financés notamment ce qui est financé par les charges sociales et patronales. Mais justement, on pourrait se poser cette question, mais finalement, qu'est-ce qui, dès lors, est à la base du financement, enfin, des bénéfices de l'entreprise, d'une manière plus large? Tu viens déjà de citer le chiffre d'affaires. Serait-ce que le chiffre d'affaires de l'entreprise qui serait à la base des bénéfices qui sont réalisés, ou est-ce que ça se limite uniquement à l'acte d'achat des clients? Je suis peut-être un peu naïf dans ma question ici. Ou faut-il peut-être commencer par ce point-là d'abord dans un premier temps et puis élargir encore notre regard sur l'économie? Y a-t-il encore d'autres facteurs? Comment vois-tu les choses, Michel? Je crois que dès l'instant où on fait cet élargissement que j'ai illustré à partir de l'exemple sur les charges sociales, dès cet instant-là, on peut commencer à regarder l'interaction qu'il y a entre l'ensemble de l'économie et ce qui est dans l'entreprise elle-même. Et l'on s'apercevra à ce moment-là qu'il y a des facteurs qui ont à faire avec la vie interne de l'entreprise et sa relation avec ses partenaires, etc. Et d'un autre côté, il y a tout ce qui est à l'extérieur de l'entreprise. Et au total, on se rendra compte qu'il y a 7 facteurs principaux, avec certains des sous-facteurs, qui sont indispensables pour que l'entreprise puisse fonctionner et donc générer, in fine, un résultat positif. On a toujours, nous avons été prisonniers d'une discussion en fait entre le capital et le travail. Ça date, on va dire principalement du 19e siècle, cette opposition entre les deux. Les uns disant, mais le capital, s'il n'est pas là, il n'y a pas d'outil de production et donc il n'y a pas d'entreprise. Et les travailleurs disant, oui, mais si nous ne travaillons pas, si nous ne sommes pas là, il n'y a pas de production et donc il n'y a rien à vendre dans l'entreprise. Et en fait, nous sommes enfermés dans cette opposition stérile de 2 facteurs.
un des facteurs, nous avons montré qu'il n'a pas de fondement à avoir droit aux bénéfices dans la précédente rencontre. Donc, nous pouvons raisonner maintenant sur la base qu'il n'y a plus d'actionnaires, de détenteurs du capital qui soient autorisés, on pourrait dire, à se partager le bénéfice. Restent les travailleurs, mais les travailleurs vont-ils s'approprier la totalité du bénéfice? Alors bien sûr, il faudra venir après sur la question de l'État, on y reviendra, hein, et des impôts. Hein. Mais si les travailleurs ou les collaborateurs de l'entreprise se partageaient la totalité du bénéfice, ça voudrait dire qu'ils considéraient qu'ils sont les seuls à générer ce bénéfice. Et ce qu'on va pouvoir regarder maintenant, et on va le faire à l'aide d'un schéma, c'est le fait qu'il y a en réalité 7 facteurs qui engendrent ce bénéfice. Et donc la rémunération devrait aller à chacun de ces facteurs. Donc là, nous voyons à l'écran le résultat de l'entreprise et nous voyons 7 flèches qui partent dans cette direction. Et on va pouvoir regarder peut-être la première, hein, avec bien sûr les partenaires de l'entreprise qui collaborent à cette génération du bénéfice. Et là, nous touchons un thème qui, en lui-même, mériterait un développement d'au moins une séance. Hein. Ces partenaires que nous avons désignés au nombre de 3 catégories, hein. Les fournisseurs, quelles sont les relations entre l'entreprise et les fournisseurs? Ça, c'est une chose qui devrait être examinée beaucoup plus dans le détail, et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. De même avec les distributeurs du produit, et également avec, bien sûr, les clients de l'entreprise. Les 3 sont indispensables au fait que le bénéfice puisse apparaître. Chacun pourra déjà, avec sa propre connaissance du monde du fonctionnement de l'économie, réaliser que si un fournisseur, par exemple, fait un travail de bonne qualité, fournit par exemple des pièces de première qualité, eh bien, ça va réagir immédiatement sur le fonctionnement et les ventes de l'entreprise, ou bien sur les coûts de rapatrier les pièces défectueuses, faire revenir même éventuellement, dans certains cas, par exemple, une voiture au garage pour réparer un défaut. On voit bien immédiatement l'impact que ça peut avoir sur, in fine, le résultat de l'entreprise. Pareil avec les distributeurs, si la distribution se fait à temps, là où il faut, etc. Et bien sûr, pareil avec les clients, si on a tenu compte des besoins des clients et que les clients sont au rendez-vous pour acheter le produit. Donc je crois qu'il est évident que sans l'un de ces 3 partenaires, ou une défaillance d'un des 3 partenaires, va avoir un impact immédiat sur le résultat de l'entreprise. Et on peut peut-être regarder maintenant une deuxième catégorie, et ce sont bien sûr les collaborateurs de l'entreprise, ceux qui sont actifs à l'intérieur de l'entreprise pour que l'entreprise puisse fournir soit des produits, soit des services. Il est donc normal qu'une part du bénéfice leur revienne. Mais là, je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail parce que ça fera l'objet de futures séances sur lesquelles il faudrait revisiter totalement à la fois la notion de travail et aussi celle de rémunération. Rémunération
sous forme salariale ou sous d'autres formes qui pourraient correspondre à un partage du résultat de l'entreprise, comme cela se passe lorsque quelqu'un est, par exemple, indépendant. Il peut avoir 2-3 collaborateurs, un artisan par exemple, eh bien ou dans une société coopérative aussi, par exemple, mettons une SCOP, hein, on peut avoir une rémunération sur la base d'un partage du résultat. Et ça, bien sûr, ça demanderait d'être exploré beaucoup plus en détail que ce qu'on peut faire maintenant, sinon on n'arriverait pas du tout à avoir les 7 facteurs. Peut-être qu'on peut juste rappeler, Michel, peut-être qu'on peut juste rappeler que lorsque nous avions commencé à examiner la croix de l'économie lors d'une rencontre précédente, nous avions déjà évoqué que le travail n'était pas équivalent d'une marchandise, qu'on ne vendait pas le travail. Donc nous avions commencé déjà un peu à entrouvrir cette perspective qu'on ne sait pas approfondir encore une fois, encore de plus aujourd'hui. Mais on voit déjà que partager un bénéfice, ce n'est pas la même chose que de vendre son travail. Voilà, je ferme la parenthèse ici. Ah oui, mais c'est important. Hein. Oui, 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 c'est vraiment important parce que c'est à partir de là que le travail peut sortir de la sphère marchande. Hein. Donc, c'était bien de le souligner. Et si tu es d'accord, on peut passer à la suite, au troisième des facteurs, hein, celui qui a à faire avec l'autofinancement et également avec la recherche et le développement. L'autofinancement, il va de soi que c'est une part importante, et c'est ce qu'on avait d'ailleurs pris comme hypothèse dans notre exemple comptable de la rencontre numéro 7, hein, en se disant l'entreprise dont on examine la comptabilité, cette entreprise-là procède par autofinancement, c'est-à-dire que c'est elle-même qui renouvelle, comme tu l'as mentionné au début, par exemple les machines ou le matériel nécessaire. Hein. Donc, il est sain pour le développement de l'entreprise qu'elle puisse procéder au maximum par autofinancement, avec bien sûr la réserve de ce que l'on appelle le crédit bail ou le leasing, hein, qui permet de contracter au fond une forme de prêt sur l'achat, et donc de répartir l'autofinancement sur plusieurs années. Hein. Il y a bien sûr aussi toute la question de la constitution des réserves, mais je donne ce détail technique, hein, dont on a parlé la dernière fois, mais nous partons du principe que le résultat de l'entreprise dont nous parlons, c'est le résultat distribuable. Et les réserves ayant été déduites avant. Et puis l'autre aspect de ce point-là, c'est celui de la recherche et du développement, qui est un point indispensable. L'entreprise, il est très rare qu'une entreprise ait mis au point un produit et que ce produit puisse être le même en tout point pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. L'entreprise ne peut pas s'endormir sur ses lauriers, elle doit être constamment en recherche d'amélioration ou de développement de son activité. Donc là, une part du résultat de l'entreprise est indispensable, et c'est cette recherche et ce développement qui vont générer par la suite un nouveau résultat pour l'entreprise. Donc il doit y avoir une sorte de circuit permanent d'alimentation de la recherche et du développement à partir du résultat de l'entreprise. Naturellement, ce que nous disons là peut amener à réviser certaines
règles comptables. Mais est-ce un problème? Est-ce un problème ou est-ce qu'on doit considérer que la comptabilité est figée une fois pour toutes? Je pense qu'on peut s'imaginer que tout est susceptible d'évolution et que c'est même souhaitable. Et le seul problème, c'est est-ce que cette évolution se fait dans le sens d'une humanisation de l'économie ou pas? C'est la question qu'il faudrait se poser. Mais techniquement, la comptabilité ne devrait pas être considérée comme quelque chose d'immuable. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les différences de comptabilité entre les pays pour se rendre compte que tout le monde ne fait pas pareil et que donc on peut aussi prendre d'autres formes existantes dans d'autres pays ou en inventer des nouvelles. Et ces changements d'ailleurs comptables peuvent être d'une importance particulière sur le plan culturel aussi. Je reviens juste très brièvement un cran en arrière. Si les collaborateurs sont rémunérés sur base d'un partage des bénéfices, dès lors, leur rémunération n'est plus une charge. On n'a plus un concept de charge. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Toi, tu travailles dans mon entreprise, tu es une charge. C'est un comble, c'est vraiment un comble. On est dans une notion déjà, un autre concept, c'est un concept de partage, de quelque chose que nous avons réalisé en commun. Et d'un point de vue comptable, alors les écritures se feront tout ailleurs. Ça ne se fera pas, je dis ça techniquement très rapidement dans le compte de résultat, mais ça sera des écritures dans le bilan. Et la rémunération des personnes sera peut-être une avance sur un partage de bénéfices à venir. Je ferme ici la parenthèse, mais pour dire que, à la limite, je dirais, avec l'instrument comptable qui existe déjà aujourd'hui, si on applique strictement l'idée de partage de bénéfices, eh bien, il ne faut même presque pas parfois modifier certaines règles comptables. Simplement, on ajuste les calculs en les mettant dans la case qui correspond à la notion qui est ainsi appliquée, une notion de partage de bénéfices en l'occurrence, et non plus une notion de charge dans un compte de résultat. Voilà, je ferme la parenthèse, Michel. Mais parenthèse très importante, hein, c'est parce que c'est toute une philosophie qui change, là, une philosophie de l'entreprise qui change si on se met dans cette optique. Hein. Et bien sûr, pour un collaborateur de sentir qu'il n'est pas à charge de l'entreprise, c'est, je veux dire, la relation, elle est complètement différente. La relation à l'entreprise et à la direction de l'entreprise change du tout au tout. Hein. Ça veut dire qu'il est reconnu qu'il est générateur du bénéfice et non pas celui qui ponctionne et qui diminue le résultat. Ça, il serait temps au XXIe siècle qu'on commence à intégrer cette notion qui a déjà été signalée. Nous ne sommes pas les premiers à parler de cette anomalie qu'on vient de décrire. Hein. Alors je crois qu'on peut peut-être passer au quatrième facteur, hein, qui est un facteur qui en fait est double. Hein. C'est celui des infrastructures. Les infrastructures qui, au niveau d'une commune, d'une région ou d'un pays, sont indispensables pour que l'entreprise puisse fonctionner. Alors, on a donc des infrastructures qui sont monopolistiques, ça veut dire pour lesquelles il ne puisse pas y avoir deux ou trois ou quatre, plusieurs acteurs. Hein. Il y a un seul responsable de ça, et ce responsable-là, c'est ce que l'on appelle l'État, avec cette réserve que ce que nous appelons, nous, dans la dynamique civilienne, ce que nous appelons l'État, ce n'est pas l'État que l'on a en vue habituellement. Il s'agit d'un État qui s'occupe des lois et qui n'a pas de rôle exécutif, sauf dans
dans deux domaines que l'on va voir tout de suite quand on va regarder ce qui est de nature monopolistique. Et puis nous verrons après le non monopolistique, c'est-à-dire là où il peut y avoir plusieurs acteurs qui s'occupent de la chose. Alors je propose qu'on fasse un zoom sur le monopolistique pour le voir, et nous avons mis 5 sous-facteurs. On pourrait peut-être en trouver d'autres, on ne prétend pas avoir quelque chose d'exhaustif, tout ça est en chantier, on peut le dire, mais dans les infrastructures monopolistiques, par exemple, nous avons la police. Alors ça peut sembler bizarre, il y en a peut-être certains qui nous écoutent vont pousser de hauts cris, alors heureusement que les micros sont coupés, mais la police participe aux bénéfices. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe et ce qui s'est passé ces dernières semaines, bien sûr, il y a de quoi bondir face à ça, mais ce que nous voyons, c'est justement, c'est pas la police telle qu'elle devrait fonctionner, c'est une déviation du rôle de la police qui est liée, je le souligne, il faudrait en débattre, mais c'est lié au fait que l'État exécutif a pris un rôle, enfin il a pris un rôle exécutif dans de nombreux domaines, et là est la cause du fait qu'il ait besoin de maintenir un ordre qui devient de plus en plus difficile à maintenir par une police qui est dirigée vers une violence de plus en plus grande. Mais dans un État qui maigrirait, et dont qui n'aurait plus ce rôle exécutif dans les domaines que l'on croit justifier habituellement, eh bien l'État n'aurait pas à défendre quelque chose, il n'aurait pas à défendre sa réélection, par exemple, enfin pour ceux qui sont à la tête de l'État. Il y aurait plus de choses à défendre de cette façon-là, sous l'angle où on le voit aujourd'hui. Et donc la police s'occuperait non pas d'empêcher les manifestations, mais la police s'occuperait de l'ordre public courant, habituel, celui qui a affaire avec la circulation automobile, mais aussi avec le banditisme et l'ordre public en général. Et donc ça, c'est nécessaire pour que tant que nous ne sommes pas parfaits et tant que l'ensemble des citoyens n'est pas arrivé à un stade où il n'y a plus de criminalité, plus d'excès dans un domaine ou dans un autre, eh bien la police a un rôle, et elle permet que les choses, par exemple que les marchandises arrivent avant que alors que par exemple au Far West, les marchandises n'arrivaient pas forcément au XVIIIe siècle parce que le train était attaqué. On voit qu'il y a des choses qui arrivent comme ça encore aujourd'hui. Donc il est nécessaire qu'il y ait un ordre public, et c'est la police qui a ce rôle. Et sans cet ordre public, tu viens de donner l'exemple du Far West, on peut penser aux guerres de religion, au 7e, 8e siècle, l'économie s'effondre. On entre dans une période de misère, littéralement. Donc c'est un facteur essentiel aussi pour générer des bénéfices dans les entreprises. Oui, et voilà, alors ça a de quoi surprendre, mais je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Et de voir un petit peu plus loin que l'apparence actuelle de ce que nous montre la police, et qui ne devrait pas être cela. Et on a vu qu'à côté, il y avait l'armée aussi, et là, c'est pour l'ordre extérieur. Alors, on pourrait bien sûr discuter dans une société civilienne, est-ce que l'État exécutif aurait encore des choses à défendre, des positions à défendre à l'étranger, se mêler de la vie qui se passe à l'étranger, par exemple en Syrie, en Libye, etc. Là, ce serait tout un grand débat à avoir. Mais dans l'état actuel, et tant que
tant qu'un pays n'a pas déclaré sa neutralité, comme l'a fait par exemple la Suisse, hein, eh bien une armée est nécessaire. Et je signale quand même que la Suisse a l'armée la plus active au monde, hein, en dehors des pays qui sont en guerre, hein, bien sûr, mais dans les pays qui sont en paix, l'armée est extrêmement active puisque les citoyens, jusqu'à l'âge de plus ou moins 40 ans, font toutes les années 3 semaines d'entraînement militaire. Et c'est un pays neutre. Et quand on vit en Suisse, on s'aperçoit que l'armée est très très présente. Donc il s'agit bien sûr d'une armée défensive, pas une armée d'attaque. Voilà, donc cette armée peut dans certains cas permettre que la vie économique continue au cas où il y aurait une menace extérieure qui pourrait bloquer à ce moment-là l'économie par des réflexes de peur, notamment, sans qu'il y ait encore une attaque. Mais on a déjà vu que le simple fait que la peur se propage peut bloquer l'économie. Et si c'est une peur qui est provoquée par un facteur extérieur où on craint une agression qui viennent de l'étranger, eh bien l'armée a son rôle à jouer et dans ce cas-là, elle participe à la formation du bénéfice parce qu'elle crée une sécurité à l'intérieur du territoire et la vie économique peut à ce moment-là s'y dérouler. Donc il est normal aussi que l'armée soit financée par ces bénéfices. Aujourd'hui, c'est par la forme de l'impôt. Nous aurons l'occasion peut-être une fois de faire une séance détaillée sur la notion d'impôt et on aura quelques surprises là aussi, je pense, si on se met à réfléchir de façon nouvelle sur cette question. Ce qui est assez étonnant dans cette image, Michel, c'est la différenciation, a priori étonnant, la différenciation entre organisation judiciaire et organisation juridique. Il me semble que ça vaut la peine de bien distinguer l'un et l'autre aussi. Hein. Ah oui, bien sûr, oui, alors que ça peut prêter à confusion, oui. Et oui, parce que le juridique, c'est quoi au fond? C'est le domaine des lois, quoi. Hein. C'est le fait de créer des lois ou même peut-être d'en abolir et d'en supprimer. Il y aurait sérieusement besoin, je ne sais pas en Belgique, là où tu résides, Stéphane, mais en tous les cas en France, je pense que si on pouvait arriver à diviser par, allez, disons 10 la quantité de lois en France, on ne se porterait pas plus mal. Hein, parce que, je ne sais pas si on est les champions du monde, mais on n'est pas mal. Hein, là. On est en tous les cas dans le pool de tête. Hein. Ouais. On pourrait faire un championnat, mais ce serait un tout autre débat. Mais ouais. Voilà, je pense qu'en effet, la France serait sans doute assez haut sur le podium, peut-être, en tout cas. Ouais. Et donc l'organisation du système juridique, donc de l'organisation du système de loi, nécessite toute une infrastructure et il est nécessaire qu'on ait des lois efficientes, utiles, pour pouvoir aussi fonctionner dans un cadre qui est rassurant pour l'économie et qui permet à cette économie de se développer. Donc il est normal aussi que il y ait une rémunération de l'argent qui aille vers l'organisation juridique. De même que pour l'organisation judiciaire, c'est-à-dire celle qui s'occupe des infractions à la loi. On a donc toute une organisation judiciaire, la justice, hein, qui, elle, est aussi indispensable, ne serait-ce que par exemple si on a un conflit
juridique entre deux entreprises, entre un fournisseur et son client, par exemple. L'entreprise cliente est en désaccord avec son fournisseur ou le contraire, et on peut avoir à ce moment-là la nécessité de recourir à un arbitrage, à un procès, et donc il faut toute une infrastructure pour cela, et c'est indispensable pour la formation au final du bénéfice de l'entreprise, c'est-à-dire du fonctionnement de l'entreprise et donc du bénéfice. Voilà ce qu'on peut dire déjà sur ces 4 premiers sous-facteurs. Et il y a également l'organisation de la monnaie. Et là, on verra quand on regardera les infrastructures non monopolistiques nous parlons juste de l'organisation de la monnaie, et le rôle qui revient à l'État est très différent de celui que l'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Parce que c'est essentiellement, d'un côté, une question de loi, ce qui concerne la monnaie, et le fait de mettre en place une organisation sous forme de service public pour la monnaie. Mais je ne peux pas le détailler maintenant parce qu'il faudrait aborder les différentes formes de monnaie, et c'est un petit peu prématuré dans nos travaux civiliens que de détailler ce point. Donc on voit maintenant dans le sous-facteur des questions des infrastructures monopolistiques, nous avons 5 sous-facteurs principaux, et nous pouvons peut-être passer maintenant à examiner les infrastructures non monopolistiques. Ces infrastructures non monopolistiques, eh bien, elles sont là, on les a mis aussi au nombre de 5 catégories principales, et je crois que chacun verra assez vite avec ce qu'on a déjà travaillé, que comment les transports, par exemple, et tout ce qui concerne le réseau routier est indispensable pour que l'entreprise puisse fonctionner. Si on a un réseau routier qui est en très mauvais état, on peut voir assez facilement les problèmes que ça va poser aux entreprises. Si l'organisation de l'entretien des routes est faite de telle façon qu'il y a sans arrêt des bouchons qui retardent l'acheminement des marchandises, eh bien on voit les problèmes apparaître. Et ils se verront au final dans la marge générale de l'économie et donc dans le résultat de l'ensemble des entreprises. C'est la même chose avec les télécoms. Et c'est peut-être encore plus actuel aujourd'hui, puisque beaucoup de choses se font par téléphone, mais aussi bien sûr par Internet, et qu'on a besoin d'un réseau qui est l'équivalent du réseau routier, mais à un niveau moins matérialisé, quoique les câbles téléphoniques, quand ils se rompent sous l'effet d'une tempête, ou si les pylônes sont construits d'une façon insuffisamment solide, on voit les problèmes que ça peut poser à une entreprise si elle se retrouve 24 heures, 36 heures, 48 heures sans télécom, sans possibilité d'Internet, par exemple. Eh bien, ça va se ressentir immédiatement dans la marche de l'entreprise.
Voilà, pareil avec le courrier, hein, le non-acheminement du courrier, un mauvais acheminement, des erreurs, des choses comme ça. Hein. Donc on a besoin d'un système de courrier qui fonctionne très bien, pour ne pas dire parfaitement bien sûr, hein, avec une distribution qui va partout, même pour une entreprise dont les locaux sont situés à 5 km d'un village, par exemple. Hein. Donc, on a là des facteurs qui sont essentiels, qui font partie des infrastructures, mais qui sont non monopolistiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les transports, on peut avoir plusieurs entreprises ou plusieurs organismes qui gèrent l'entretien des routes, par exemple. Ça peut être local, hein, ça peut être au niveau d'une commune, ça peut être au niveau d'un département, d'une région. Hein. On n'a pas une seule organisation comme on pourrait avoir une seule organisation de la police. Hein. Bon, en France, on a déjà plusieurs organisations de la police, hein, mais elles ont chacun un rôle. Et par exemple, si on a un accident en voiture, eh ben, on ne peut pas avoir l'un des conducteurs de la voiture accidentée qui dit moi j'appelle la police A, et puis l'autre conducteur dit moi j'appelle la police B. Hein, on appelle la même police. Dans ces deux cas, si on a besoin de la police pour constater un certain nombre de choses dans l'accident. Donc c'est cette notion de monopole, c'est-à-dire d'un seul service, même si on peut avoir des sous-services, hein, mais dans un domaine, il y a un seul service qui règle la chose. Alors que pour les transports, on peut avoir plusieurs services, et de même pour les télécoms, on peut avoir même plusieurs compagnies de télécoms, et ces compagnies peuvent être astreintes, et ça je tiens à le préciser, elles peuvent être astreintes à du service public, mais en même temps faire des bénéfices parce qu'elles ont une activité qui est de type commercial. Et ça, c'est une chose qui n'a pas été suffisamment regardée lorsqu'on a parlé de la privatisation de France Télécom, par exemple, à l'époque, hein, qui est devenue Orange et séparée avec le courrier, la poste. Hein. On voit qu'il y a une confusion totale dans ces choses-là parce qu'on n'arrive pas à une pensée suffisamment nuancée, suffisamment différenciée. Et soit une chose est considérée comme service public et inféodée à l'État, ou alors elle est privée. Alors qu'on peut avoir une entreprise qui est, on va dire privée, mais j'aime pas trop ce terme, on reviendra là-dessus, hein, sur cette question. Et comme Orange, par exemple, et qui génère du bénéfice, mais qui pourtant doit avoir des astreintes de service public. Et les deux ne sont pas incompatibles entre eux. Voilà, ça me semble vraiment, je ne veux pas dire capital, mais important de voir cette différence entre le monopolistique et le non monopolistique. Il peut y avoir plusieurs entreprises, de même qu'il y a aujourd'hui des transporteurs qui acheminent du courrier et des colis sans passer par la Poste, mais par d'autres sociétés. Le problème là-dedans n'est pas un problème de multiplicité. Le problème est avant tout une question de capital, hein, comme on en a parlé la dernière fois. Hein. Si on sort cette question des actionnaires qui ont droit aux bénéfices, si on arrivait à pouvoir sortir ça du monde de l'entreprise, la multiplicité
n'est pas un problème en soi. Là aussi, c'est important de ne pas se tromper et de voir vraiment où se trouve l'origine des problèmes que l'on discerne dans la société. Or, en effet, beaucoup de débats, de tensions existent du fait qu'on oppose nécessairement l'un et l'autre. On pense qu'on pourrait résoudre beaucoup de problèmes si on avait des structures, par exemple, monopolistiques ou des structures qui fonctionnent sur base d'une multiplicité la plus grande possible. Et c'est ça qui est surtout dominant dans les débats actuellement, quoi, encore. Oui, oui. Et on voit que si l'on ne remonte pas la cause des problèmes, ben on n'arrive pas à sortir de ces débats finalement inutiles, quoi. Alors peut-être qu'on peut avancer, hein. Je regarde l'heure, oui. Donc, bien sûr, il en va de même pour l'énergie. Je crois que on arrivera assez vite à se rendre compte que c'est exactement la même chose que pour les transports, les télécoms et le courrier. On peut avoir plusieurs entreprises qui fournissent de l'énergie. Le monopole que l'on a, enfin le quasi-monopole que l'on a en France avec EDF pose pas mal de questions et on voit peut-être que, je vais le dire comme ça, hein, c'est peut-être la faillite un jour de EDF qui va nous amener à considérer les choses autrement, hein, parce qu'on sait que cette entreprise est véritablement et sera de plus en plus menacée de faillite, à moins qu'elle soit, comment dire, soutenue, comment on appelle ça quand il y a de l'acharnement thérapeutique qui se fait, on peut le faire sur une entreprise à l'aide de l'État, et c'est dans ce cas-là le contribuable qui paye cet acharnement thérapeutique concernant, dans ce cas-là, EDF. Hein. Mais quand les coûts de transformation et démantèlement des centrales nucléaires va apparaître, enfin il est déjà connu, hein, mais quand ça va devenir une réalité incontournable, à ce moment-là, EDF se retrouvera très vraisemblablement en faillite et devra être secouru, je ne sais comment. Mais peut-être que là, on commencera à se poser les véritables questions qui ont à faire avec un tel quasi-monopole sur lequel il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Voilà, j'insiste pas plus là-dessus. On peut regarder alors ensuite les institutions monétaires qui, là aussi, mais il faudrait complètement revoir la notion de monnaie et sortir de cette vision qu'on a d'une monnaie réglée par une banque centrale, soi-disant réglée par une banque centrale. Ça, je le développe dans mon livre Dépolluer l'économie, dans le premier tome. Et là, on aura peut-être l'occasion, nous, de l'aborder dans nos émissions. Ce serait, je pense, très, très utile. Mais là, une pluralité d'institutions monétaires est indispensable, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs monnaies. Je parle d'une monnaie régie par une loi. On l'a vu dans les infrastructures non monopolistiques. Hein, l'organisation de la monnaie régie par une ou plusieurs lois, hein, par des textes de loi qui définissent le cadre, mais à l'intérieur de ce cadre-là, il peut y avoir une pluralité
d'institutions monétaires dès l'instant où l'on regarde que la Banque centrale n'est non seulement pas quelque chose d'utile, mais éventuellement même quelque chose de nuisible. Hein. Alors c'est peut-être un peu... comme je ne vais pas le justifier maintenant, ça va peut-être paraître un peu fort pour ceux qui nous écoutent, mais on peut tout à fait le fonder, et je l'ai fait hein, dans mon livre Dépolluer l'économie. Hein. Donc ceux qui sont impatients d'en savoir plus, ben, ils peuvent le lire là-dedans, dans les différents chapitres, comment on peut revisiter totalement la notion de monnaie et sortir de cette vision centralisée de la monnaie. Dans ce cas-là, on aura un nouveau service public de la monnaie avec différentes institutions qui sont différenciées aussi selon le type de monnaie que l'on utilise. La même unité monétaire, par exemple l'euro, mais une monnaie qui peut être destinée à la consommation ou une monnaie destinée, par exemple, au financement des entreprises, comme on l'a vu la dernière fois, hein, ce que j'appelle la monnaie de financement. Et la troisième monnaie, qui est la monnaie de contribution, qui en fait est sous-jacente à tout ce dont on parle aujourd'hui. Hein. C'est la monnaie qui provient des bénéfices des entreprises, la monnaie de contribution, qui va servir justement à rémunérer les 7 facteurs dont nous parlons là maintenant. On voit bien qu'il y aura un besoin d'approfondissement, parce que si des personnes entendent ce genre d'idée pour la première fois, c'est encore un peu, comment dirais-je, un peu inaccessible dans un premier temps. On peut entendre les concepts, mais il y aura, à mon avis, vraiment un besoin d'approfondissement. Et puis se posera la question, une question qu'on pourrait se poser en tant que civilien, comment est-ce qu'on peut agir à ces niveaux-là? On est justement à des niveaux plus macro-sociaux, macroéconomiques. Lors de la 9e rencontre civilienne, nous commencerons à aborder la question de la gouvernance des entreprises. Et donc, nous pourrons commencer à ébaucher un peu comment nous, en tant que civiliens, nous pouvons néanmoins avoir une action décisionnelle, parfois même décisive, sur ces facteurs qui nous paraissent être complètement, a priori, hein, au-dessus de notre pouvoir. Et quand on dit pouvoir, on peut penser à capacité. D'une part, il y a une nécessité de connaître pour être en capacité, et aussi une capacité décisionnelle qui est nécessaire pour pouvoir agir. Hein. Et donc ici, il me semble, Michel, qu'à travers ce que tu abordes, il s'agit déjà de pouvoir comprendre, commencer à comprendre davantage, sinon, de toute façon, on ne peut pas décider, même si on avait une capacité décisionnelle. Je reviens peut-être à des notions qui semblent un peu basiques, mais voilà, il faut commencer à mieux comprendre quels sont ces fondamentaux, sinon, de toute façon, une gouvernance ne servirait à rien, une gouvernance civilienne, quoi. Et Ouais. si je peux encore revenir aussi un petit moment sur le schéma ou sur les schémas précédents, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il suffit qu'un seul de ces facteurs, et ce sera sans doute le cas pour les suivants aussi, soit tout à fait dysfonctionnel pour que toute l'économie soit bloquée. S'il n'y a pas de télécommunication du tout ou pas du tout de transport, bien sûr, c'est presque impensable, hein, je sais bien, mais admettons qu'il y ait un seul de ces facteurs qui disrupte tout à fait, eh bien, il n'y a plus aucun bénéfice. Toute l'économie s'arrête. Bon, ils sont tous vraiment absolument indispensables. Hein. Mais ce n'est pas tout à fait impensable hein, ce que tu dis, hein, parce qu'on a vu, bon, ça remonte à pas mal d'années en arrière, je pense à l'année, sauf erreur de ma part, 92, je crois, hein, il y a eu une grève massive des transporteurs routiers. Et qui bloquaient à ce moment-là les entrées d'autoroute, les ronds-points, etc. Donc économiquement, la France était quasiment à l'arrêt. Et ça a duré plusieurs semaines. Donc là, les transports ont montré l'importance qu'ils avaient dans le fonctionnement général de l'économie. Donc
c'est un exemple parmi d'autres, mais il suffit de regarder aussi les pays qui ont un réseau routier très, très, très défectueux, hein, les problèmes que ça pose au niveau économique. Hein. Donc c'est pas impensable, hein, ou une panne générale des télécoms, on verrait tout de suite ce que ça provoquerait, et ça pourrait arriver aussi. Hein. En 2008, en septembre 2008, nous avons failli assister à un effondrement de toutes les institutions monétaires, Mm-hmm. des banques en l'occurrence. Hein. Si ça s'était produit, si cet effondrement n'avait pas été empêché parfois quasiment in extremis, tout se serait bloqué du jour au lendemain. Mm. Plus moyen de faire le plein d'essence, plus moyen d'acheter avec des cartes de crédit ou des cartes bancaires, etc. C'était terminé. Mm. Ouais. Mais alors là, ce que tu dis, certains qui l'entendent vont se dire, mais alors c'est donc que comme c'est les banques centrales en grande partie et les États exécutifs pour l'autre part qui sont venus au secours des banques, euh, ça justifierait ces deux institutions qu'on remet nous-mêmes en cause. Hein. Mais si on se met dans une autre perspective de la monnaie, on verra qu'il n'y a pas du tout de justification et que le problème ne se pose pas. Par contre, le fait reste lui-même dans le cadre actuel. Les, les institutions monétaires, si elles se mettent à être défaillantes, alors on voit le problème que ça peut poser immédiatement. Ça va très vite. Ouais. On peut peut-être maintenant sortir du domaine des infrastructures et regarder un autre facteur qui joue un grand rôle, et on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe, hein, c'est celui de la santé et des services sociaux. Si nous avons un système de santé qui est défaillant, eh bien le résultat se verra très rapidement dans le fonctionnement des entreprises elles-mêmes. Hein. Autrement dit, un médecin qui guérit quelqu'un qui a une tâche à faire importante dans l'entreprise, il permet que cette personne puisse retourner à son travail, faire ce qu'elle a à faire, et à ce moment-là, elle contribue, cette personne, à générer le fonctionnement de l'économie et donc les bénéfices qui vont en résulter. Hein. Bien sûr, ça pose la question de l'organisation du système de santé de la façon monopolistique, hein, ou non monopolistique dont il est organisé, ce système de santé. Ça pose la question de est-ce qu'il est considéré comme un bien marchand ou un bien non marchand. Tout ça, il faudra le détailler à un moment donné, hein, pour se rendre compte que nous avons un système de santé qui fonctionne comme il fonctionne actuellement, mais qui aurait beaucoup à dire et beaucoup à faire surtout pour avoir une santé qui permette vraiment de générer des résultats dans les entreprises, au lieu que ce système de santé coûte de plus en plus cher. Parce que les déficits du système de santé, qui sont masqués en partie parce qu'on diminue la qualité des prestations, enfin surtout la quantité des prestations qui sont remboursées par le système de santé, on a donc quelque chose qui ne permet pas de voir totalement le lien qu'il y a entre cette organisation de la santé et le fonctionnement des entreprises. Mais si on se penche plus attentivement là-dessus, on pourra voir qu'on peut avoir une médecine qui sera perçue comme indispensable pour le bon fonctionnement de l'économie.
Ça va jusque dans le type de médecine que l'on a, mais là c'est une question qui dépasse le cadre civilien, peut-être. Ben, ça dépasse le cadre civilien, oui, c'est ça, mais comme on avait déjà évoqué que l'État, sous sa forme nouvelle, n'est plus un État avec un exécutif tout-puissant qui gère à peu près tout et qui peut peut-être aussi gérer très directement ou indirectement, en tous les cas, ce qu'est la recherche scientifique, notamment l'éducation nationale, etc., et donner certaines impulsions qui orientent d'une manière plus ou moins uniforme certaines conceptions qui vont aussi être des conceptions médicales, des conceptions qui relèvent de la nature de l'être humain, etc. C'est peut-être quand même malgré tout une question civilienne. Comment peut-on, dans une démarche civilienne, donner davantage de place à une plus vaste pluralité d'approches dans la compréhension de l'être humain, de conceptions méthodologiques différentes peut-être sur le plan scientifique ou complémentaires, hein, parlons plutôt d'approches complémentaires, ça reste, me semble-t-il, quand même alors une question civilienne aussi. Oui, alors tout à fait, hein, c'est bien de le préciser comme ça. Hein. En fait, ce qui est civilien, c'est le cadre qui permet l'organisation de la santé ou qui permet l'organisation de l'éducation ou de la recherche. Hein. Au niveau du cadre, on est absolument là où il faut que s'exercent des choix civiliens et que le système de loi qui en découle soit décidé par la société civile, effectivement. Hein. Mais après, sur le choix de comment est-ce que je me fais soigner ou sur le choix de comment est-ce que j'éduque mes enfants, par exemple, là, et quelle école ils vont suivre, quel type de pédagogie, etc. Là, on est dans quelque chose qui relève du choix individuel et non pas d'un choix global au niveau de l'État. Hein. Et c'est dans ce sens-là que je disais que ça sortait du cadre civilien, mais c'est bien que tu l'aies précisé parce que, enfin que tu m'aies donné l'occasion de le préciser parce que il pourrait y avoir une confusion. Hein. Oui, oui. Tout ce qui relève du cadre général, de l'organisation générale et du domaine de la loi. Et la loi, c'est l'État, en fait. Hein. Mmh. Alors, donc, sans le dire, on est passé à l'éducation et à la recherche, hein, qui sont... je regarde l'heure, hein, on va peut-être un tout petit peu accélérer parce que je pense que le principe, il doit être compris maintenant. Je pense que c'est compréhensible, hein, ce qu'on a dit, même s'il y a beaucoup de détails qui ne le sont pas, mais dans le principe général, on peut voir ce que sont ces facteurs et on entend toujours aujourd'hui des hommes politiques dire oui, mais l'éducation, c'est l'investissement dans l'avenir de l'économie, c'est l'avenir de la nation qui est en jeu dans l'éducation. Alors, on est d'accord, ce sont des formules convenues. Hein. Dans les faits, ça ne se traduit pas forcément par une amélioration du système éducatif dont les problèmes sont en partie connus. L'origine des problèmes n'est peut-être pas connue, mais les problèmes, eux, le sont. Hein. Et on voit bien qu'une éducation est indispensable. Et moi, je peux témoigner du fait, pour avoir eu énormément de contacts avec des chefs d'entreprise et des directeurs de ressources humaines, par exemple, ou quelquefois le chef d'un atelier de 40 personnes dans une entreprise qui fabrique des objets, hein, et donc à tous les niveaux de ce qu'on appelle la hiérarchie d'une entreprise, hein, j'ai eu une foultitude, hein, de témoignages me disant, mais en fait,
les personnes qui viennent dans l'entreprise maintenant et qui sortent du système éducatif, en passant éventuellement par une école spécialisée, une université, etc., mais globalement du système éducatif, ces personnes-là ne correspondent pas à ce dont nous avons besoin, je le dis de façon résumée. Et ils décèlent un grand nombre d'insuffisances qu'il y a et qui se traduisent immédiatement dans les capacités de prendre des responsabilités, les capacités de partager les responsabilités, les capacités d'être créatif à son poste de travail, quel qu'il soit, quel que soit le poste de travail. Ça, les chefs d'entreprise le voient d'une façon directe, et les directeurs de ressources humaines et dans les ateliers aussi. Un contremaître, souvent, il peut vous le décrire avec une précision qui m'a toujours stupéfaite. Donc, on voit là le lien immédiat qu'il y a entre l'éducation et la marche des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a au fond un système éducatif qui ne correspond pas au développement de ce qui est nécessaire comme développement humain, des facultés humaines des jeunes. Eh bien, ce système éducatif pénalise le résultat des entreprises. Et par là, je ne veux surtout pas dire, qu'on ne se méprenne pas, je ne veux pas dire que l'éducation devrait être faite en se branchant en prise directe sur les besoins de l'économie. Il ne s'agit surtout pas ça, mais du contraire, en fait. Et il y a pas mal de sociologues, des gens qui réfléchissent sur l'éducation, ou même des chefs d'entreprise qui disent, mais au fond, on ne devrait pas former dans l'éducation ce que l'on croit être directement utile pour l'éducation. On devrait, par exemple, faire plus d'art. C'est, comment il s'appelle, Lusso, son prénom m'échappe, mais ça remonte à très très longtemps, celui qui a un peu introduit en France l'ordinateur individuel, qui a fait en sorte que ça devienne l'idée d'avoir une organisation avec des ordinateurs individuels. Cette personne-là disait, mais surtout, ne faites pas faire de l'informatique trop tôt aux enfants, faites-leur faire plutôt de l'art, et ils deviendront à ce moment-là capables aussi de faire de l'informatique selon la façon qui est nécessaire pour les entreprises. Donc j'illustre juste par cet exemple le fait que un bon système éducatif n'est pas forcément celui qui essaye de programmer les enfants pour occuper tel poste dans l'entreprise, mais qui développe surtout la capacité, alors je vais dire une banalité parce que tout le monde le dit, d'apprendre à apprendre, mais on dit ça tout le temps pour le système éducatif, il faudrait qu'il apprenne aux enfants à apprendre, mais en réalité on fait le contraire. C'est malheureusement le cas, sauf quand les pédagogues se permettent des libertés avec le système officiel. Je ne vais pas plus loin là-dedans parce que ce serait un grand débat. Mais la recherche est aussi très importante. La formation, bien sûr, mais la recherche est aussi très importante. Et lorsque nous aborderons une fois la question de qui va répartir ce résultat des entreprises vers les 7 facteurs, comment ça va aller, alors nous pourrons prendre l'exemple de la recherche et nous verrons que nous aurions, en tant que civiliens, à jouer un rôle indispensable pour orienter les bénéfices des entreprises vers la recherche qui nous semble nécessaire pour le développement de la société. Est-ce que je donne un exemple? On prend 2 minutes pour donner un exemple facile.
C'est celui, par exemple, des OGM. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas favorables au développement des OGM en France. Nous, en tant que civiliens, nous n'avons pas notre mot à dire sur comment est financée la recherche pour les OGM. Si nous pouvions orienter ce que l'on appelle l'impôt, c'est-à-dire ce qui provient du bénéfice des entreprises, qui va aller vers les 7 facteurs. Si pour la recherche, nous avions la possibilité de choisir nous-mêmes vers quel institut de recherche nous orientons les bénéfices de l'entreprise, ou la part que moi je peux orienter, alors nous verrions la recherche prendre une direction tout à fait différente de ce qu'elle a actuellement. J'ai d'ailleurs même connu une situation un peu différente de celle que tu décris ici, qui était une situation où, ici c'était un pouvoir public, hein, donc on n'est pas dans le même cadre civilien dont nous parlons depuis le début, mais c'était un pouvoir public qui demandait à un institut de recherche de réaliser une recherche, et donc qui finançait cette recherche à la condition qu'elle s'appuie sur des besoins en matière de recherche manifestés par des agriculteurs eux-mêmes. Habituellement, ce sont des critères académiques ou autres qui peuvent être relativement éloignés, voire tout à fait éloignés des besoins de la population, qui peuvent être des critères qui correspondent à une certaine vision peut-être carriériste, hein, de tel ou tel chef de département qui croit que s'il réalise ou fait réaliser tel ou tel type de recherche à son équipe, il va être mieux positionné dans des publications scientifiques, hein. Donc ici, c'était un pouvoir public lui-même qui demandait que la recherche, elle n'était financée qu'à la condition que le besoin en matière de recherche émane des agriculteurs eux-mêmes. Et les chercheurs qui ont réalisé ensuite cette recherche en partant d'une page vierge, ils se sont appuyés sur ces besoins, étaient vraiment particulièrement enthousiastes. C'était moins ennuyeux, moins barbant comme recherche d'ailleurs que ce qui fait partie un peu des routines, de certaines routines académiques. Alors l'exemple que je donne ici, Michel, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que tu venais de dire, hein, puisque tu venais... Mais ça va dans le même sens. Tu venais de dire, nous pourrions décider, en tant que civiliens, d'orienter une partie donc, de ces bénéfices d'entreprise vers certaines structures de recherche de notre choix, hein, mais peut-être qui répondraient davantage à certains de nos besoins. Toutefois, bien sûr, il faut ne pas verser non plus dans l'écueil de l'utilitarisme. Hein. La recherche, elle peut aussi avoir, on pense à la recherche fondamentale, elle peut avoir un caractère qui n'est pas directement utilitariste, mais en tant que civilien, je serais très surpris que nous fassions une orientation qui soit exclusivement utilitariste. On se pose aussi des tas de questions autres que des questions seulement pratico-pratiques, quoi. Absolument. Absolument, et je pense qu'on serait surpris de voir que la recherche se développerait d'une façon tout à fait différente si les civiliens pouvaient s'emparer de cette question. Et dans ce que nous proposons là, il y a un chemin pour qu'ils puissent le faire. Nous avons quelques questions en réserve déjà, Michel. Oui, alors on va peut-être juste mentionner le 7e facteur. C'est bien sûr celui de la culture et des arts. Hein. Oui, c'est peut-être dommage de le dire si rapidement, mais les forces d'imagination, les capacités d'imagination, de créativité dont les entreprises ont tellement besoin sont en premier lieu fécondées par tout ce qui est du domaine de la culture et du domaine de l'art. Celui qui peut se ressourcer en lisant un livre, en allant écouter un concert, en allant à une exposition ou en participant à un atelier artistique, que sais-je, hein, sous toutes ces formes, sous toutes les formes de l'art, on a la possibilité de stimuler nos capacités créatrices, qui sont un élément
dont on verra bientôt dans certains pays à quel point il n'est pas suffisamment stimulé. Parce que on verra que certains problèmes économiques qui apparaissent dans le monde de l'entreprise, et je pense à certains pays en particulier, hein, qui rêvent de restaurer leur grandeur passée, hein, mais qui ne se rendent pas compte que la marchandisation de la culture est en train de détruire les capacités créatrices dont on a besoin au sein de l'entreprise. Ça, c'est un immense thème. Hein. Bien sûr, l'éducation est aussi incluse dans ce domaine de la culture, d'une certaine façon. Et on se rendra compte que l'avenir de l'économie passe par un développement beaucoup plus grand de facultés créatrices au sens large, et pas simplement dans les capacités d'innover dans le domaine, par exemple, de l'hypertechnologie que l'on a avec l'extension des capacités humaines, hein, de l'homme-machine. Hein. Ce qui est tout de même assez frappant dans le monde des entreprises, c'est le facteur humain notamment. Je veux dire, toute personne qui a quand même une certaine expérience minimale du fonctionnement d'une entreprise s'aperçoit que les difficultés les plus importantes, elles apparaissent au niveau humain. Par exemple, dans la difficulté de collaborer au sein d'un collectif. On peut peut-être développer un très grand savoir-faire, une très grande compétence d'un point de vue technique, mais si d'autre part n'est pas développée cette faculté de composer, entre guillemets, littéralement, avec la réalité complexe qui nous environne, avec les autres êtres humains, de pouvoir jouer avec cette réalité, de pouvoir rebondir. Tu as parlé de la créativité tout à l'heure. Tout ça, ce sont des facultés que l'on développe à travers l'activité artistique, principalement. Et je dirais, si certes, ce n'est pas assez présent dans le monde de l'entreprise, elle est vouée aussi, si pas à l'échec, elle est vouée à vivoter davantage. Tout à fait. C'est peut-être aussi une banalité que je dis ici, mais c'est criant, je dirais, quand on est dans le monde de l'entreprise, quand on en accompagne un certain nombre aussi. Voilà. Ouais, non, mais c'est vraiment pas une banalité, c'est un élément central pour le développement d'une économie à visage humain. Hein. C'est central. Hein. Et on s'apercevra de plus en plus que la créativité, elle est aussi, par exemple, dans les relations humaines. Elle n'est pas simplement dans quelqu'un qui est capable d'imaginer un nouveau produit. C'est aussi dans les rapports humains et le coût pour les entreprises d'un manque de créativité à ce niveau-là est difficile à évaluer, mais si on trouvait des critères pour l'évaluer, on s'apercevrait que ce coût est très important. Comme on n'est plus ici dans le contexte où le but est de faire le plus possible de bénéfices dans une entreprise pour rémunérer le plus possible des actionnaires, les actionnaires ne sont plus présents depuis la 7e rencontre civilienne. On est fort hein, quand même, hein. On est champion. Hein. On est un peu fort, là on y va un petit peu fort. Hein. Tu viens de présenter ici des facteurs sans lesquels il n'y a pas de résultat positif, il n'y a pas de bénéfice dans l'entreprise. Mais si des bénéfices sont réalisés, c'est donc aussi pour nourrir ces facteurs. Puisque sans ces facteurs, il n'y a pas de vie économique. On ne peut pas répondre à nos besoins de manière satisfaisante. Ça, il me semble que on voit dans le schéma des petites flèches qui finalement vont depuis les résultats de l'entreprise vers ces différents facteurs. Dans un certain sens, on avait vu jusqu'à présent comment chacun de ces facteurs contribue à créer des bénéfices. Maintenant, il s'agit de les nourrir, ces facteurs. Il faut qu'ils puissent chacun se développer pour le développement d'ensemble. Donc on n'est pas dans une perspective qui vise à faire accroître un profit ou des bénéfices
dans un but, je le répète, hein, c'est vrai, de rémunération d'une partie des êtres humains qui tireraient la couverture à eux, mais ça rejaillit à nouveau sur l'ensemble de l'économie. C'est ce concept-là, je pense, à nouveau, je pense qu'il faut bien mettre en avant, hein, parce que sinon on fait une interprétation qui nous ramène à toute autre chose que ce qui est développé aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Et ça place le bénéfice d'une entreprise au cœur de tout un réseau, comme le schéma le montre. Hein. Il est au cœur du financement de ce que l'on appelle l'économie non marchande, et qui est une notion absolument essentielle pour le fonctionnement de l'entreprise, pour le fonctionnement pas de l'entreprise, de la société en général. Et donc, nous touchons là quelque chose qui est vital, en fait, pour le développement d'une société à visage humain. Et ça peut nous amener peut-être à considérer tout à fait autrement la notion de bénéfice, qui n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est la répartition de ce bénéfice. Et là, on a besoin d'avoir une vision globale de l'ensemble de la société. Pas seulement de l'économie, mais de l'ensemble de tout le champ social, hein, qui apparaît déjà en grande partie dans ces 7 facteurs. En partageant le bénéfice entre ces 7 facteurs, bien sûr, tu viens de le dire, il faut voir maintenant sur quelle type de répartition. Mais si nous nous mettons d'accord sur une répartition dans le partage de ce bénéfice, alors les intérêts des uns et des autres deviennent convergents. On n'est plus dans un système de lutte de classe où il s'agit de tirer la couverture des bénéfices vers soi. Par exemple, ce que tu avais cité tout à l'heure, c'est l'éternelle tension, combat qui existe entre travailleurs et détenteurs du capital. Si les bénéfices sont partagés sur base d'une clé de répartition, nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de bénéfices. Ce n'est pas comme si certains tiraient le bénéfice plus vers eux au détriment d'autres. On entre dans un, comment dirais-je, dans un autre paradigme, oui. un tout autre concept de la vie sociale et de la vie économique. Oui. Oui, ça ouvre un champ totalement différent. Ça ouvre le champ, en fait, de ce qu'est l'économie, c'est-à-dire que l'économie n'existe que par la collaboration de tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on avait abordé à la base, hein, c'est le fait que l'acte économique en lui-même n'est pas un problème, il est au contraire extrêmement social. Il est extrêmement social dans le sens où je produis pour les autres et les autres produisent pour moi. Hein, on avait abordé ça au début de nos rencontres quand on a parlé de l'économie. Hein. Et donc nous sommes tous interdépendants. Et cette interdépendance, elle apparaît sous un angle nouveau lorsqu'on considère ces 7 facteurs. Et la répartition de ce bénéfice, non pas, comme tu l'as dit, hein, je tire la couverture à moi, mais parce que j'ai une vision globale de la marge de la société et au travers de ces 7 facteurs, hein, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on ne peut que être collaborateur dans cette démarche et non pas ennemi. Là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire et plus on entrerait dans les détails, au plus ça deviendrait clair. Hein, et je pense qu'au plus on se rendrait compte qu'on est dans une espèce de révolution copernicienne, mais dans le secteur de la vie économique et sociale. Malheureusement, nous n'avons pas ce temps-là, aujourd'hui en tous les cas, d'approfondir. Nous avons déjà d'ailleurs un peu dépassé notre temps, Michel. Il y a néanmoins pas mal de questions qui ont quand même été posées. Et d'ailleurs, ça doit être un peu peut-être frustrant pour ceux qui nous posent des questions qu'on
on n'a pas encore vraiment pris le temps toujours de pouvoir y répondre, hein. Nous avons un peu dépassé le temps ce soir. Est-ce que tu pensais encore ajouter quelque chose ou bien est-ce que nous passons aux questions? Passons aux questions tout de suite et on va faire ce qu'on peut, hein. Ça va être difficile parce qu'on a déjà dépassé de 3 minutes, je crois, notre temps. Bon, ceux qui veulent restent encore avec nous, hein, et on va... Voilà, en effet, ceux qui veulent encore rester avec nous, bien sûr, sont les bienvenus, hein. On va bien sûr remettre aussi la vidéo sur le site civilien.info ou .net, ça dépend. Et avant qu'on se quitte, je rappelle que la prochaine rencontre, c'est dans 15 jours, c'est le 20 décembre. Et ça portera sur le thème de la gouvernance des entreprises, le processus décisionnel dans les entreprises. Et puis, petite surprise, le 27 décembre, vous serez présents avec nous, microphone ouvert et vidéo branchée. Ce sera des échanges libres sur cette initiative expérimentale de rencontres civiliennes. Voilà, j'aborde maintenant, je lis quelques-unes des questions, hein, Michel. En Amérique, nous pouvons dire que la police, aussi bien que l'armée, sont au service d'un système politique lui-même placé au service de bien nantis qui font valoir leurs privilèges. Tout cela en raison de l'arraisonnement, entre guillemets, du politique au service de l'économique, enrichissant toujours les mêmes individus. En France, vous avez le malheureux record de la bureaucratie. Il faudrait trouver un rôle différent à tous ces fonctionnaires mal utilisés. C'est un commentaire, hein, peut-être plutôt oui, que... auquel on ne peut que souscrire, hein. Oui, oui. Hein. En tant que Canadien, autre intervention, en tant que Canadiens et Québécois en particulier, nous pouvons conclure que la présidence de Trump aux États-Unis a suffisamment fait la démonstration que le Canada, bien qu'indépendant, est à la remorque des Américains. Dès que nos lois ou les règles commerciales négociées avec les USA déplaisent à la sphère politique américaine, le Canada s'aplatit tout en tâchant de donner l'impression d'être indépendant. À partir de là, comment pouvons-nous espérer un retournement de situation qui satisferait aux exigences d'une triarticulation sociale? Tout ceci n'est-il pas lié au développement de la conscience humaine? Mais plus encore, comment faire pour éveiller ou secouer cette conscience largement endormie actuellement? Mmh. Oui, mais comment répondre à une telle question, si ce n'est de dire, prenons les questions les unes après les autres, comme nous essayons de le faire dans les émissions que nous avons là, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a besoin d'apporter d'autres angles de vue. Si on n'a pas ces angles de vue, on va répéter les mêmes schémas. Et c'est ça qui est difficile peut-être à voir, parce qu'on aimerait pouvoir agir rapidement, mais selon mon observation, c'est tout simplement pas possible. Il faut d'abord qu'on prenne le temps, qu'on ait un premier temps de nous former nous-mêmes à un autre regard, à la fois dans le domaine de la démocratie et dans celui de l'économie, parce que cette personne du Canada disait, oui, mais est-ce que ce n'est pas une question de conscience individuelle? Ben oui, mais comment la conscience individuelle, même si elle s'affûte de plus en plus, comment peut-elle agir dans le cadre actuel de la démocratie qui, on le voit, peut paralyser toute chose et faire que, par exemple, les lois canadiennes doivent s'aligner sur ce que veulent le grand frère américain. Pour sortir d'un système tel qu'il est décrit entre le Canada et les États-Unis, il est nécessaire de changer la vision du monde. C'est pas une question de... C'est une question de... On peut changer le président des États-Unis. Le problème mentionné ici, il va peut-être apparaître d'une façon moins crue avec un autre président, mais il sera quand même toujours là. Et d'autres problèmes naîtront qui seront de même nature, etc. Donc,
Malheureusement, je crois que pour avancer le plus vite, il faut se dépêcher de prendre du temps. De prendre le temps de la réflexion. Voilà, je ne sais pas si on peut aller plus loin maintenant sur cette Il question. me semble par exemple que sur base de ce qui a été dit la fois précédente et cette fois-ci, une économie dans laquelle on ne doit pas rémunérer des détenteurs d'actions au détriment des 7 facteurs qui viennent d'être mentionnés aujourd'hui, est déjà une économie moins coûteuse. On peut redégager certaines marges de manœuvre. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, et donc être davantage en mesure, face à une certaine forme d'hostilité commerciale, qu'il s'agisse de celle de telle ou telle grande entreprise multinationale ou USA ou peu importe, mais on s'appuie déjà soi-même sur une économie qui est plus vigoureuse, qui est plus saine, lorsqu'on commence à appliquer ces principes-là sur un territoire donné. Ce qui n'est pas une mince affaire, on est bien d'accord, parce qu'on est déjà hors paradigme, hein, mais admettons qu'on l'expérimente, eh bien on gagnerait déjà dans les entreprises qui pourraient l'expérimenter une marge de manœuvre certaine, par exemple. Hein. Ouais. J'aborde une autre question, Michel. Ce que vous définissez m'apparaît juste. Ah, mais ça, c'était en pleine présentation, et donc il faudrait pouvoir le raccrocher à ce qui a été dit à un moment donné. Ici, je ne sais pas faire le lien. Je vais essayer toutefois, en lisant la question, d'essayer de retrouver ce à quoi elle fait référence. Ce que vous définissez m'apparaît juste et conséquent avec une intelligence saine. Mais comment pouvons-nous éduquer une population à se rendre compte qu'elle dispose de choix possibles? Va-t-il falloir une implosion de la société, ce qui se prépare sourdement présentement? Quelle est votre opinion là-dessus? Avisez donc, s'il vous plaît, les auditeurs que votre livre Dépolluer l'économie est disponible aisément via, je cite, Amazon. D'accord, ok. Bon, oui. Et donc la question se pose va-t-il falloir une implosion de la société qui se prépare sourdement présentement? Pas d'interrogation. Oui. Alors, je vais faire, permettez-moi de le faire à la façon du professeur Raoult, qui répète sans arrêt: je ne fais pas de prévision. Nous ne pouvons pas dire est-ce qu'il faudra une implosion, une explosion, une évolution, une solution évolutive, etc. On n'en sait rien. Ça dépend de ce qu'on va faire. Voilà, je n'ai pas envie de dire plus là-dessus. Ce qui va arriver arrivera comme conséquence du fait qu'on se saisisse de certaines questions ou qu'on ne s'en saisisse pas. Je partage tout à fait ton point de vue, hein, Michel. Quand je ne dis rien, c'est que, enfin voilà, je n'ai rien à rajouter, tout simplement. Hein. Et la dernière question, en 2008, une phrase a bien résumé le contexte duquel il était impossible d'agir autrement, que les banques américaines, et j'imagine les banques européennes aussi, étaient too big to fail, c'est-à-dire trop intriquées dans l'économie pour ne pas entraîner une crise catastrophique. Et l'histoire continue dans le même sens qu'en 2008. Alors, allons-nous devoir éduquer les citoyens par petits groupes de 50 ou plus afin d'en sortir? C'est un peu comme la question précédente, mais juste présenter un petit peu autrement, quoi. Hein. Oui, ben, que peut-on faire d'autre? Que peut-on faire d'autre que de se mettre avec ceux qui veulent le faire à réfléchir autrement sur ces questions? Bien sûr, on peut citer 2008, on peut citer cet exemple des banques too big to fail, on peut citer d'autres exemples, mais je vais le dire très directement, au fond, ça ne nous avance pas. On peut faire autant de remarques comme celle-là, et je comprends très bien qu'on se formule ce genre de remarques, mais malheureusement, moi, je ne sais pas quoi faire avec
avec une remarque comme celle-là, parce que le problème est un problème systémique très vaste et qui comporte beaucoup d'aspects, notamment les aspects de démocratie et d'économie. Et c'est à mon avis, en prenant le temps de regarder autrement ces questions-là, que peu à peu ça fera, je ne voudrais pas dire tache d'huile, parce que ce n'est pas une tâche. C'est au contraire apporter quelque chose qui ne salit pas, mais qui, au contraire, peut embellir la société. Regarder ces différents aspects de la vie sociale avec ce regard nouveau est exigeant et prend du temps parce que c'est un regard nouveau. On doit faire des efforts d'autant plus importants qu'il s'agit de sortir des routines de pensée, des mécanismes classiques de toute une éducation. Donc ça prendra du temps. Et cette personne parlait de conscience individuelle. Eh bien, la conscience individuelle, ce n'est pas un mécanisme simplement. L'être humain n'est pas une machine. Ça prendra du temps. Ce qui pourrait être envisagé, c'est peut-être se donner davantage de moyens que de le faire à si petite échelle. Ce que je veux dire par là, c'est que se familiariser avec cette compréhension des choses pourrait se faire avec une plus grande amplitude en fonction des moyens qu'on peut éventuellement se donner. Par exemple, ici, c'est très, très modeste, notre initiative des rencontres civiliennes, mais on s'est donné quand même le moyen de toucher un public un petit peu plus vaste que ce que l'on pouvait faire peut-être jusqu'à présent, certains d'entre nous. Peut-être pas toi, Michel, je n'en sais rien, quoi. Ce que je peux dire, en tout cas, en francophonie, il est excessivement difficile de toucher un public parce que le nombre de personnes qui peuvent travailler ces questions-là à partir de ce genre de point de vue est très faible. Donc, nous avons tenté de nous donner ici des moyens de toucher un public un peu plus vaste. Mais on pourrait peut-être encore tenter d'aller plus loin, hein, en faisant connaître, peut-être forcément en améliorant le format, la forme, que sais-je, je n'en sais rien, quoi. Voilà, en tous les cas, un élément de réponse possible par rapport à cette nécessité de faire connaître de manière plus large une démarche qui permet de comprendre les choses avec ce type de regard nouveau. Oui. Et on peut dire que ça pourrait être l'objet, ce que tu viens de dire, ça pourrait être développé pendant cette séance particulière qu'on aura le 27 décembre. Là, ce serait l'occasion qu'on puisse regarder, mais comment élargir un petit peu le cercle des gens qui s'intéressent à ces débats civiliens. Eh bien, le moment est venu de clôturer cette 8e rencontre civilienne, Michel. Oui. Civiliens, civiliennes, merci pour votre participation assez tardive ce soir. Nous vous souhaitons une bonne quinzaine puisqu'on se revoit le 20 décembre prochain. Ça sera la 9e rencontre civilienne. Et puis, nous vous invitons à nous rejoindre pour ce moment d'échange, microphone ouvert, vidéo ouverte, le 27 décembre prochain. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit.